Je n'ai pas besoin de vous dire que ça va mal. Tout le monde sait que ça va mal. La crise est partout. On voit partout le chômage, l'angoisse de se retrouver sans emploi. Le dollar fait une chute verticale. Les banques connaissent la faillite. Le petit commerce cache une arme derrière son comptoir. Partout, on voit les voyous déferler dans les rues. Personne nulle part ne sait quoi faire. On est désemparés. On sait maintenant que l'air qu'on respire est pollué, que notre nourriture est empoisonnée. Nous contemplons notre télévision pendant qu'un speaker nous annonce tranquillement qu'aujourd'hui, il y a eu 15 meurtres et homicides et 63 agressions de femmes, comme si c'était absolument normal. Nous savons que ça va mal, pire que mal. Ça se déglingue. Nous savons bien que tout partout se déglingue, alors forcément, on ne va plus dehors. On reste chez soi et en silence, le monde où nous vivons, il sera petit. C'est tout ce qu'on sait dire, c'est pitié qu'on nous laisse tranquilles dans notre living room. Épargnez mon toaster et ma télé, mes pneus increvables et mes carcasses radiales. Et je dirai rien, mais qu'on me laisse tranquille. Eh bien, moi, je ne vous laisserai pas tranquille. Je veux que vous en ayez marre. Je veux que vous en ayez marre. Je veux que vous en ayez marre. Vraiment pour moi est dur à vivre, je vois autour de mes amis et même de mon conjoint, c'est que il y a un besoin de confort et de distraction, c'est-à-dire que pour oublier cette société destructrice, cette société mortifère dans laquelle on vit et contre laquelle on a du mal à lutter, hein, parce que ça fait quand même 5000 ans que des gens luttent, sont tués, sont assassinés, torturés, eh bien, beaucoup, et moi-même, hein, sont dans la distraction et ne modifient rien en se disant il n'y a rien à faire, on ne peut pas changer les choses, c'est dans l'ordre du monde. Alors ça, c'est quelque chose qui me met en colère, parce que c'est faux. Et c'est vraiment un manque de courage. Tu es battu d'avance! Je veux pas que je prenne le volant. Non, non. Quand je conduis pas, j'ai peur. On est né avec cette capacité de réfléchir. On est né avec cette capacité de penser, d'avoir une conscience. Il faut utiliser cette conscience pour arriver à conserver, à préserver ce monde dont on a conscience autour de nous pour nos petits-enfants. Et ne pas nous dire, bon, vivons et puis on verra bien après. Bien sûr, vivons et on pourra vivre après, c'est ici et maintenant. Mais enfin, malgré tout, ici et maintenant, on peut l'admirer et vouloir le conserver. Pas maintenant, c'est la colère qui frappe. Pas tu me disais, faut pas exagérer. Pas maintenant, c'est la colère qui gagne. Attention, ça va toujours loin quand Paris se met en colère. Je suis née à Paris dans une famille qui faisait du cinéma. Mon père est réalisateur. Ma mère est devenue réalisatrice, mais au début, quand elle travaillait avec mon père, elle était monteuse et son assistante, sa script, enfin elle faisait tout ça. J'étais sur les tournages tout le temps pour accompagner mes parents. Et d'ailleurs, plutôt que d'aller à l'école, je préférais aller voir des films. Et comme on n'habitait pas loin de la cinémathèque française, eh ben, j'allais souvent voir les films plutôt que d'aller à l'école. La conférence gesticulée, c'est pas un spectacle de théâtre au sens où un artiste écrirait, je sais pas quoi. C'est le moment où une personne arrive à un carrefour dans sa vie où il devient absolument fondamental, nécessaire qu'elle transmette ce qu'elle a compris de ce qu'elle a subi, de ce qu'elle a vécu et de ce qu'on lui fait faire. Et ça, le fait de voir beaucoup de films, c'est là où petite, 4 ans, 5 ans, j'ai appris à lire les sous-titres, hein, et en même temps j'ai appris à lire l'image, à bien analyser l'image très rapidement. Et c'est là où j'ai construit, et où je me suis construite, et où j'ai appris à voir le monde à travers ces images. Et du coup, j'aimais beaucoup les westerns quand j'étais petite, et je regardais énormément de westerns, mais j'étais toujours très en colère, j'avais toujours beaucoup de rage de voir que les Indiens perdaient et qu'ils étaient les méchants.
Du coup, moi, tout de suite, jeune, enfin 5 ans, 6 ans, comme ça, je me suis dit, oh, moi, je veux écrire des histoires, des films où les Indiens gagnent et ce sont les gentils. Donc, déjà à l'époque, je disais, moi, j'aime pas John Wayne, qui est un cow-boy. Bonjour, bienvenue. Donc, je détestais John Wayne et j'aimais les Indiens. Et je trouvais qu'il y avait quand même une sacrée... que c'était vraiment dégueulasse ce qui était dit dans ces films. Et du coup, là, j'ai envie de vous parler de l'histoire de la propagande au cinéma. En lisant un livre qui s'appelle Propaganda de Edward Bernays, qui a été écrit en 1927, j'ai découvert la propagande manipulatrice. Et ça a été un choc en fait, parce que finalement, moi j'avais... je connaissais les films de propagande. Alors la propagande, ça existe avant le cinéma, hein, puisque dès que finalement il y a ces grands États qui vont asservir, se mettre en place et asservir l'homme par l'homme, des sociétés par d'autres sociétés, il va y avoir la nécessité de la propagande pour conserver le peuple au sein de ce système. Non à la libre pensée. Consomme. Fermé, vendu. Regarde la télé, dors 8 heures par nuit, amuse-toi le jour. Où il y avait une armée et un pouvoir en place. Mais à la fin donc, du 19e siècle, va se développer plusieurs choses. La psychanalyse, justement, ce dont je parlais, c'est ces hommes et ces femmes qui se sont regroupés pour inventer l'éducation populaire et former donc les premiers syndicats, hein, qui vont faire des revendications pour acquérir des droits et ne plus être asservis de la même manière, eh bien, il va falloir faire avec cette évolution de la société, donc le suffrage universel, l'alphabétisation pour tous, et ils vont, quelqu'un comme Edward Bernays, qui fait partie de la petite élite américaine, hein, qui connaît très bien... Griffith d'ailleurs, Griffith qui est quand même le fils d'un colonel sudiste et qui a fait un des films les plus abominables, toujours peu remis en question par le système, qui s'appelle Naissance d'une nation, où il explique que le chaos vient d'Afrique. Donc pour eux, ce sont, si vous voulez, des blancs bien pensants. Alors, ils ne sont pas tous membres du Ku Klux Klan, hein, mais ils sont quand même certains que le but de l'évolution, c'est que l'homme blanc maîtrise, contrôle le chaos de la nature et des masses en général. I found that ideas were weapons and were even more effective than bullets. Edward Bernays va théoriser des méthodes pour faire ce qu'on appelle la manipulation des masses et la manipulation de l'opinion publique. Parce que, comme il y a le suffrage universel qui vient d'être mis en place dans certains pays, il faut quand même que les masses votent pour les politiques choisis par les magnats de l'industrie. Chef d'État. Ce premier moment de communion avec le peuple qui l'a élu. Et leur permettre de conserver le pouvoir de toutes ces richesses dans leurs mains, puisque c'est eux qui savent au mieux les gérer. Du coup, Bernays va inventer, il est le neveu de Freud, et il va inventer ce qu'on appelle il va inventer ce poste de communicant au sein des entreprises, qui va être l'interprète entre le patron, enfin la direction, hein, le conseil d'administration, et les consommateurs, enfin les citoyens qui vont devenir des consommateurs, qui vont acheter les produits.
Donc en fait, ce qu'il faut, c'est comprendre, parce que contrairement à la psychanalyse où on doit rentrer dans l'intériorité, mais aussi la pensée de la personne qui est psychanalysée, la psychanalyse des groupes, de la masse, les masses ne se déplacent que dans l'affect. En fait, la raison, le néocortex, enfin ce cerveau qui réfléchit, qui a une logique et qui a un raisonnement, n'intervient pas quand il s'agit de diriger, manipuler les masses, le flux, quoi. Là, on utilise uniquement ce qui est l'instinct, c'est-à-dire les émotions, et non plus la raison. Pourquoi en avoir fait un secret? Ils peuvent comprendre, ils sont intelligents. Une personne sûrement, mais en foule, on est con, on panique comme une horde d'animaux, et tu le sais. Du coup, lui va être l'interprète entre les masses et ce petit groupe de gouvernants. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple concret, il va faire, Philip Morris veut doubler son chiffre d'affaires. Donc il lui dit, dans les fin des années 10, début des années 20, il faut que les femmes fument. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, typique, une campagne de pub de Bernays. Eh bien, il va aller voir un psychanalyste, lui demander qu'est-ce que représente une cigarette. Alors le mec, il lui dit le phallus, bon. Et alors, il se dit, bon, ben, en ce moment, parce qu'alors, il faut bien étudier les masses, hein, bien savoir, nous, quelles sont nos envies, quels sont nos besoins. Il va comprendre qu'à ce moment-là, il y a toutes les suffragettes qui essayent d'avoir une place et d'exister en tant qu'être humain dans la société, aux États-Unis. Donc, il voit qu'elles disent, on va avoir la même place que les hommes, quoi. Ah bon? Alors, excellent, il va y avoir une manif. Il va donner des cigarettes à plein de jeunes filles qui sont suffragettes, des allumettes. Il va leur dire, à un moment donné, vous allez voir, vous allez allumer vos cigarettes, et ben, ça va être formidable parce que là, vous allez pouvoir porter votre revendication d'être l'égal des hommes, d'avoir les mêmes droits que les hommes, de fumer en public dehors. En même temps, il fait venir des journalistes à qui il ne dit pas qu'il a fait faire ce coup aux filles. Hein. Et donc, à un moment donné, au signal, paf, il fait, toutes les filles allument leurs cigarettes et c'est l'allumette de la liberté, ça s'appelle comme ça. Et donc, à ce moment-là, toutes les femmes vont commencer à fumer, parce que les femmes ne voulaient pas fumer. Voilà comment il procède. C'est-à-dire qu'il comprend qu'est-ce qui se passe par des études dans la masse, et il va utiliser pour vendre, pour que les industriels puissent vendre. Donc il va faire ça pour faire des coups d'État dans l'Amérique latine, hein, c'est le même système. En Amérique du Sud, c'est quelqu'un qui est très important et qui a développé vraiment l'industrie. Hein. Donc il y a ce mec-là qui veut mettre de l'ordre dans le chaos. C'est ce qui est écrit fin de son livre, début de son livre. Comme si nous, les masses, on apportait le chaos. The vast majority of Americans expect me to keep my head and save them from this awful mess. I don't want them to say when the casualty lists start coming in, why did Wilson have to move so fast? Why didn't he make at least one more effort? But have you considered what this policy of uncertainty is doing to our economy? Pendant la guerre de 14, le gouvernement américain veut entrer en guerre, mais l'opinion publique ne le souhaite pas, donc le gouvernement américain va réunir plusieurs penseurs, pour manipuler l'opinion publique et faire que le peuple souhaite que l'Amérique entre en guerre. Et c'est là où Barnes va rencontrer d'ailleurs Lippmann, qui lui aussi est un riche blanc américain, qui a développé l'idée on peut gouverner les masses en... J'ai oublié le terme, c'est pas grave, mais c'est dans ma conférence gesticulée. Ensuite, il y a son pote Lippmann, parce que c'est quand même une bande. Hein. Lippmann, lui, il va inventer le consentement volontaire. Alors, le consentement volontaire, c'est bien simple. C'est que nous, on ne doit surtout pas intervenir dans la vie publique, dans le débat public. Nous, on doit juste laisser la place aux experts pour s'exprimer sur les problèmes de la société. Nous, on ne doit faire qu'une chose, c'est travailler et se divertir. C'est tout. C'est ça le consentement volontaire qu'il invente, Lippmann, et qu'il va mettre en place. Et le cinéma, Bernays l'écrit dans ce livre, est la meilleure courroie de transmission de la propagande.
Et puis dites donc, je vous le répète, hein, vous êtes une bande de cocus. Vous l'avez toujours été d'ailleurs, et puis vous le serez encore. Sans le savoir, bien sûr, comme tout le monde. Vous avez payé la taille et la gamelle, les impôts du clergé. Maintenant, c'est la surtaxe progressive et tiers provisionnelle, et puis la vignette, pour 1 an pour les petits vieux. Vous avez été faire la guerre de 100 ans, les guerres de religion, vous avez endossé la cuirasse pour prendre Jérusalem. Vous êtes saigné pour les fourriers de l'Empire, on vous a filé les bandes boltières à Verdun, vous les aviez encore à Dunkerque, et ça fait 2000 ans que ça dure, bande de patates. Non, croyez un homme qui a fait ses humanités, oui. Un homme qui parle le grec et le latin. Vous êtes tous des cons. Moi aussi, d'ailleurs. J'ai eu le même truc dans un autre film que je faisais avec Jacques Baratier. On tournait C'était pas la Goa. poupée, La poupée, oui. La poupée. One of the first to see the impact of this handheld style was the film's editor, Nena Baratier. Jean Rouch a fait venir Michel Brault parce qu'il était collé à la personne qui filmait, le plus près des gens qui filmaient. Il avait une souplesse, même dans sa démarche, dans son corps. Il voulait coller aux gens. Moi, j'ai mes parents qui ont complètement disparu. Ils ont été des réalisateurs, c'était des gens connus dans le cinéma dans les années 50, 60. Et puis, ce qui se passe dans le cinéma, c'est que si on ne voit plus les films, eh bien, le réalisateur disparaît. C'est-à-dire s'il n'y a plus de copies pour montrer le film, eh bien, le réalisateur, on n'en entend plus parler. Et s'il n'est pas étudié, s'il disparaît, il n'est pas étudié à l'université et on n'en entend plus parler. Donc moi, la disparition, c'était aussi quelque chose qui me touchait, hein, parce que quand on s'engage sur un film, il faut quand même avoir des points forts qui vous attirent. Et mes parents, ils ont disparu, pourquoi? Parce que c'était des gens qui pensaient que le cinéma, c'était le 7e art. Ils étaient complètement comme des... comment on peut dire, des artistes complètement inconscients, quoi. C'est naïf, quoi, en pensant que le monde, le marché du cinéma allait les accepter dans leur pureté authentique de faire des films pour faire de l'art. Donc ça, eux, ils ont complètement disparu. Et moi, j'ai dû gagner ma vie très vite, quoi, puisque c'était impossible. Ils ont mis tout leur argent qu'ils avaient, puis après, ils n'en avaient plus. Donc, à 18 ans, mon père m'a dit, bah, écoute, si tu veux gagner ta vie, tu peux être chef opérateur de prise de vue. Comme ça te permettra d'apprendre le métier de réalisateur. Tu seras sur le plateau et tu pourras voir les réalisateurs travailler et apprendre le métier de réalisateur. Puis ma mère, elle m'a dit, de toute façon, le métier de réalisateur, c'est tellement dur, je te déconseille de faire ce métier, c'est vraiment très très dur et on ne gagne jamais sa vie. Enfin, ça dépend lesquels, hein, mais pour elle, c'était le conseil qu'elle me donnait. Et moi, je me suis dit, bon, bah, c'est très bien, je vais faire ça, je gagnerai ma vie comme ça, et puis j'apprendrai le métier, puis après, je réaliserai des films pour lutter contre l'injustice dans ce monde. J'ai toujours voulu raconter des histoires et faire des films, réaliser des films. Mais j'avais des difficultés, que j'ai toujours d'ailleurs, de confiance en moi, de manque de confiance en moi, des problèmes aussi d'expression, des problèmes de narratif. Non, ce ne sont pas les bons mots, ce ne sont pas les bons sons. Pour moi, ces mots sont incompréhensibles. Et en même temps, des visions qui font que je pense qu'il faut à tout prix que j'aille jusqu'au bout de cette expression, même si elle est difficile pour moi. Donc du coup, j'ai commencé à apprendre le métier de réalisatrice en passant par la caméra. Est-ce que ça va? Je suis sorti du champ. Ta sortie du champ n'était pas bonne. Bon. Tu t'es retourné trop vite. Je recommence, oui. Ouais. D'accord. C'est mon père qui m'avait conseillé. C'était un bon conseil. Mais difficile parce que du coup j'ai très bien réussi comme directrice de la photographie, c'était facile pour moi. Je travaille avec Eric Romer qui m'a formée aussi. Avant j'avais eu comme maître pour la lumière Raoul Kouta qui m'a beaucoup appris et transmis. Donc, et puis tous les
personnes avec qui j'ai travaillé, les électros, les chefs électriciens, les chefs machinistes, qui m'ont passé aussi leur savoir. Quand j'étais directrice de la photographie, ou chef opérateur, comme on dit, c'est le même métier, et réalisatrice, c'est pas le même métier du tout. Hein. On pourrait croire que c'est le même métier parce que effectivement, au début, ce qu'on appelait les cinématographes faisaient l'image et la réalisation en choisissant le point de vue, un peu comme les photographes, mais très vite ça s'est différencié. Et le métier de directeur photo n'a rien à voir avec le métier de réalisateur, même si on parle avec l'image, mais on parle avec l'image au service de la pensée d'un autre. Et la grosse différence, c'est construire sa pensée et comprendre la pensée d'un autre pour la traduire par des images. Donc c'est un métier très différent. Quand j'étais, donc moi j'ai gagné ma vie pour gagner de l'argent, pour élever mes enfants, en étant directrice de la photographie. Mais là, je travaillais pour les autres. Et c'était pas le métier que je voulais faire. Et du coup, à l'époque, j'étais complètement ignorante, moi, naïve. Enfin, c'est vraiment... Bécassine veut faire du cinéma, quoi. Hein. Et je savais pas à quel point c'était un outil de domination fort, le cinéma. J'ai pas trouvé la forme d'expression qui puisse être reçue par les autres. Et j'ai essayé d'écrire un livre avec un ami. Du pillage au don. Une lecture de nos mythes par Diane Baratier, d'après le livre coécrit avec Jean Monod, édité en 2013. Mais il n'est pas lu. Comme je suis devenue grand-mère et que j'ai eu ces complications pour faire des films, et en même temps, donc par rapport au cinéma, ce que c'était que le cinéma, pourquoi faire un film ou écrire un livre, j'étais sur ce film sur Yann Le Toumelin et je cherchais à le finir, comme aujourd'hui je cherche toujours à le finir, parce qu'un film c'est long souvent à faire et pour moi ça prend souvent plusieurs années. Et j'avais trouvé une productrice, mais elle m'a dit que mes images étaient sales. Et ça, autant qu'on me dise que je ne savais pas exprimer mes idées, que je ne savais pas écrire un film, je l'ai accepté puisque j'étais dyslexique et qu'en même temps j'avais ces difficultés d'expression, j'étais pas habituée, je venais moi de mon métier de chef opérateur, donc je savais faire parler l'image. Donc on ne pouvait pas me dire que mes images étaient sales, parce que ça ne veut rien dire une image sale. Une image sale, c'est déjà mettre une morale sur une image qui n'est pas montée, c'est un rush, et qui n'est pas choisie. Donc ça m'a paru aberrant et je me suis dit, là, il y a vraiment un problème dans la production en France et dans le mode de production en France pour que des jeunes producteurs en arrivent à dire ce genre de choses. Il y a une grande ignorance et il faut vraiment là se sortir de là. Du coup, j'ai eu envie d'organiser une table ronde sur les modes de production et en parallèle le mode de production de l'agriculture pour dire, ben voilà, on est dans un mode de production toxique dans le cinéma, il faut qu'on s'en rende compte et il faut qu'on sorte de là. C'est ma fille, Marie, qui m'a dit, écoute maman, si tu veux préparer cette table ronde, il faut que tu écoutes Franck Lepage, qui est un homme qui a fait une conférence gesticulée sur la culture et justement l'éducation populaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Cool. Mesdames, Messieurs, ceci est un poireau. Alors, il va se poser tout de suite une question, est-ce que c'est un objet de culture ? Aujourd'hui, j'habite en Bretagne. Je cultive des trucs comme ça. Je suis dans la culture des poireaux. Avant, j'habitais Paris et j'étais dans la culture. Tout court. On a un truc en France qui s'appelle la culture. Je vous jure que c'est vrai. Vous allez dire, bah non, c'est pas possible. La culture. Non. La culture. Donc j'ai regardé cette conférence qui fait 5 heures, j'étais subjuguée. Et en fouillant plus, j'ai vu qu'ils faisaient des formations. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez eux et que j'ai réussi à faire cette formation pour écrire cette conférence gesticulée. Et j'espère d'autres après, parce que
Je peux pas tout dire en 1h30. Moi, je tiens pas 5 heures. J'ai pas cette force qu'il a. Et je m'en tiens à un format d'1h30. Donc, je peux pas dire tout ce que j'ai à dire et tout ce qui est bouillant en moi comme colère par rapport aux injustices et à l'ignorance aussi dans laquelle on peut être par rapport au cinéma, à l'histoire du cinéma et à l'histoire évidemment de la propagande. Pardon, je me sens ridicule, je vais recommencer. Bonjour, ça c'est Starlight, un nouveau yaourt allégé qui n'a strictement aucun intérêt. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on cherche à vous le vendre? Mais parce qu'on a des objectifs. On a des chiffres à faire, nous. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on s'amuse, là? Vous savez combien ça coûte 30 secondes du cerveau des gens qui regardent la télé à cette heure-là? 400 000 balles, 400 000 francs. Alors comment on fait, nous, hein? Avec quoi on paye tout ça? Et nos cadres? Hein? Comment on les Paye nos cadres. Tiens, notre PDG, par exemple, avec son salaire qui avoisine grosso modo le PIB du Burkina Faso. Quand on a une arme qui peut cracher le feu et la mort, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien, on devient un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour semer la terreur autour de soi. Et combien de militaires sont en train de tourner dans tel ou tel pays, sur tel ou tel champ de bataille, d'amener désolation et crime, mais sans comprendre qu'ils sont eux-mêmes en train de combattre des hommes, des femmes qui luttent pour les mêmes idéaux qu'eux, s'ils en avaient conscience. Des fils d'ouvriers qui voient leurs parents aller en grève contre des régimes réactionnaires, mais qui, parce qu'ils sont entrés dans l'armée, acceptent de combattre au profit des dirigeants réactionnaires. Cela existe. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. L'éducation politique, c'est quelque chose d'assez difficile à faire. Hein. C'est quelque chose qui... L'éducation politique, ça est venu peu à peu dans ma construction personnelle, mais je pense que c'est déjà politique quand on est petit de trouver que c'est injuste que les films de cow-boys montrent les Indiens de cette manière. Mais c'est vraiment après avoir fait cette formation professionnelle auprès de l'Ardeur et d'avoir écrit cette conférence gesticulée avec ce groupe que j'ai pris la mesure de ce qu'est l'éducation politique, c'est-à-dire comprendre et analyser les systèmes de domination dans lesquels on est empêtré. Parce que moi, j'étais complexée par le fait qu'on ne veuille pas de mes films. Je pensais que c'était parce que j'étais mauvaise. Et je ne pensais pas du tout parce que uniquement c'était parce qu'ils ne souhaitent pas entendre parler de ce que je veux parler. Une fois que tu commences à y croire, une fois que tu as eu ces gros déclics, eh ben, il y en a qui sont dans la colère. Maman est très en colère. Ne me mettez pas en colère. Une journée d'action et de colère. If you're not angry, you're either a stone or you're too sick to be angry. You should be angry. What are you doing? Now, mind you, there's a difference. You must not be bitter. That's a Let me show you why. Bitterness is like cancer. It eats upon the host. It doesn't do anything to the object of its displeasure. So use that anger, yes. You write it, you paint it, you dance it, you march it, you vote it. You do everything about it. You talk it. Never stop talking it. Alors la colère, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toute petite. Depuis toute petite, j'ai une forte colère, j'ai des très fortes colères. Je me suis cassé le pied à cause d'une colère. Et j'ai essayé d'être moins en colère d'ailleurs. Et j'essaye toujours de maîtriser cette colère. Ce qui est dommage parce que par exemple dans mon spectacle, dans cette conférence gesticulée, du coup j'ai du mal à atteindre cette émotion qu'est la colère.
qui est une émotion tout à fait positive, qui nous amène quelque part. Mais du coup, elle est à l'intérieur de moi et elle peut me ravager, elle peut me détruire. On continuera de creuser les tunnels jusqu'à ce qu'on soit sorti d'ici. Cette colère, elle provient de diverses choses. Elle provient de l'injustice que j'ai pu remarquer autour de moi et qui est, quand j'étais petite, c'était l'injustice par rapport aux autres animaux. Ça, je ne supportais pas cette injustice. Par rapport aux Indiens dans les films de cow-boys, je ne supportais pas la manière dont les Indiens étaient montrés dans les films de cow-boys et comment les cow-boys étaient montrés. Très jeune, dès 4-5 ans, j'étais en colère. Et je me révoltais contre ça, et face à mon impuissance aussi, j'étais en colère contre mon impuissance, comme aujourd'hui, je suis en colère contre mon impuissance par rapport à ce qui se passe, par exemple, en Afghanistan. C'est difficile pour moi, cette impuissance. Alors oui, je peux recevoir des personnes chez moi, oui, je peux envoyer des dons, mais je ne peux pas agir sur cette société qui crée ce genre de situation. Comme je suis en colère de la destruction de la planète et comme je suis en colère de voir que moi-même, je n'ai rien réussi à changer. Depuis que j'ai 20 ans, même depuis que j'ai 4 ans, je veux changer la société pour qu'elle soit plus juste et je n'ai réussi à rien faire. Je vois autour de moi toujours plus d'injustice et quand je pense à mes petits-enfants, mais ça me rend triste d'avoir cette incapacité à agir sur le monde qui m'entoure. La seule chose que je puisse faire sur le monde qui m'entoure, c'est aimer les personnes qui sont le plus proches de moi et envoyer de l'amour. Mais je ne peux pas faire autre chose. Et depuis 5000 ans, je trouve que ça n'a pas beaucoup changé, cette exploitation et cet asservissement de l'homme par l'homme et de la nature par l'homme. Et là, je parle bien de l'homme, non pas de l'humain, même si les femmes participent à cet asservissement. Ça me révolte et ça me met dans une colère noire, quoi. Qui, en fait, se retourne contre moi, mais que j'ai du mal à gérer. Et j'ai du mal à la gérer aussi sur scène, où je ne la montre pas, cette colère contre cette société injuste qu'on n'arrive pas à renverser et qui est complètement infondée, cette société. Elle est basée sur la mort, elle n'est pas fondée sur la vie. Et j'ai du mal à l'exprimer. Alors c'est peut-être pour ça que je fais ce travail intellectuel pour essayer d'avoir un esprit plus fluide, une pensée plus fluide, une expression plus fluide, qui puisse me permettre de mieux communiquer avec les autres humains. Mais j'ai l'impression que cette communication est difficile. Parce qu'on a tous des récits dans nos têtes et qu'on a du mal à lâcher notre point de vue quand on écoute l'autre. Donc on projette sur l'autre notre point de vue. C'est vraiment... ça, c'est pas une colère, c'est une constatation. J'essaye de comprendre pour agir. Grand-mère en colère, c'est ma mère qui avait lancé ce slogan, qui était très en colère par rapport à ce qui se passe dans la société. Elle était toujours très en colère. Ma mère était quelqu'un qui a été en colère à partir du moment où on lui a dit que son père était mort et que sa mère allait se remarier avec ce bourgeois gentilhomme, qui était un monsieur très gentil d'ailleurs, mais qui était le baron Gasquet, et qui avait une écurie de chevaux de course dans le Béarn. Donc elle était toujours plutôt avec les paysans, avec les gens de la ferme, et détestait son beau-père. Donc cette colère qu'elle a au départ, elle va la conserver toute sa vie, et elle sera militante. D'ailleurs comme sa grand-mère à elle, qui était Mémé, Louise, et qui était... socialiste et qui allait donc avant la guerre de 14 dans les usines
Pour se battre pour que les femmes aient le droit de vote. Entre autres, quoi, mais et beaucoup d'autres droits et d'acquis. Donc maman était socialiste comme sa grand-mère et elle était militante. Elle ratait pas une manifestation, elle tractait dans les marchés, elle tractait tout le temps. Elle faisait des films militants. Hein. Quand elle s'est séparée de mon père, elle a commencé à faire des documentaires militants. Il n'y a pas de souffrance comme chez nous. Et il n'y a pas d'hôpitaux psychiatriques, il n'y a pas de maisons de vieux, il n'y a pas de suicide, il n'y a pas de délinquance. Elas não são crianças abandonadas pelos seus pais. Elas são crianças, primeiro, desassistidas pela política de governo que não atende a criança desde a sua zero-idade, a sua adolescência. Et ça, moi, ma mère faisant ça, moi, j'ai jamais voulu aller dans les manifestations, j'ai jamais voulu participer à un groupement politique, mais aussi parce que j'arrive avec la mouvance punk. Pas de syndicats pour défendre les punks, pas de porte-parole, juste des graffitis et des chansons. Et nous, on se dit, il n'y a pas de futur, et on est apolitique, donc c'est compliqué de se construire à partir de là, politiquement. Mais ma mère est morte il y a 1 an quand justement je commence à faire les conférences gesticulées et à découvrir ce que c'est que la politique réellement en fait et l'importance de la politique. C'est quoi pour vous l'éducation populaire et quel est votre domaine de prédilection ? C'est l'éducation politique, c'est de comprendre le système, comprendre le capitalisme. Voilà. Mes domaines de prédilection sont la culture et les manipulations du langage. S'éduquer politiquement, ça donne plusieurs forces. Ça permet pour soi-même de sortir de la soumission et ça permet de sortir justement de cette incapacité et impuissance face à une colère qui vous détruit. Mais... Oh, je peux même plus me mettre en colère. Ah, tu peux plus te mettre en colère. Eh ben moi je peux me mettre en colère. Mais aussi, politiquement, ça permet de modifier la société dans laquelle on est. Parce que si on est contre cette société, il ne faut pas croire qu'elle a toujours existé. Et il ne faut pas croire que cette société existera toujours. Ça, c'est le récit qu'on veut nous faire entendre et qu'on croit. Mais on peut aussi faire un récit en disant non, mais cette société n'a absolument jamais existé de cette manière-là, c'est très récent, ça n'a que 5000 ans, nous existons depuis 200 000 ans, et nous existerons encore pendant longtemps, mais il faut juste changer de société et de manière de penser. Moi, le récit que je fais actuellement, c'est que nous allons vers un monde merveilleux, c'est-à-dire le monde dans lequel on est, qui est un monde merveilleux, et il faut juste se le réapproprier en aimant la vie et non pas la mort, et ne pas avoir peur de la mort, mais pas avoir peur de la vie et en profiter, quoi. Être heureux du quotidien sans en abuser, en le préservant. L'amour, C'était le premier film que Jacques faisait, c'était une aventure humaine pour tout le monde. Autant pour Jacques et l'équipe que pour les Tunisiens qui tournaient pour la première fois un film chez eux. Enfin, tout ça, je l'ai vécu. Naturellement, j'étais jeune, j'étais peut-être encore plus enthousiaste que maintenant, mais vraiment, j'en garde un souvenir assez merveilleux. Le jour de la mort de maman coïncide avec le dernier jour du premier stage de ma formation pour écrire cette conférence gesticulée et pour avoir une action politique, puisque si on lit Bernays, on voit bien que l'important pour les gens qui veulent conserver le pouvoir, c'est faire que nous, la masse, le peuple, on travaille et on soit distrait, mais surtout on n'intervienne pas dans le débat public. Donc pour moi, intervenir dans le débat public en faisant des conférences gesticulées, c'est la chose la plus importante pour participer à la vie politique de la cité. Et du coup, je reprends le flambeau de maman, et comme maman avait lancé cette idée des grands-mères en colère, en hommage à maman, j'ai envie de reprendre cette idée des grands-mères en colère, même si je ne sais pas vraiment encore comment la constituer ou comment faire qu'elle existe
d'un point de vue dans notre société, que ça soit un mouvement, les grands-mères en colère, ben j'aimerais quand même arriver à porter ce mouvement pour lui donner vie. Usually when people are sad, they don't do anything, they just cry over their condition. But when they get angry, they bring about a change. En tant que grand-mère, je me trouve justifiée maintenant parce que de raconter les histoires que j'ai envie que mes petits-enfants entendent. C'est-à-dire une critique de ce système capitaliste qui n'a pas toujours existé, qui n'est pas naturel, qui n'est pas issu de l'évolution et qui vient uniquement parce qu'il y a une force armée, parce qu'il y a un système et qu'il y a cette peur qu'ils ont réussi à nous mettre et à nous conditionner pour qu'on pense qu'on est en sécurité dans ce système. On n'est pas en sécurité dans ce système capitaliste. Ce système capitaliste a créé l'idée de chaos en pensant que aussi bien dans la femme que dans la nature, donc, puisque c'est ce qu'ils disent qu'il faut que l'homme mette de l'ordre dans la nature pour arriver à survivre. C'est faux, on vivait très bien jusqu'au moment où sont arrivés. Alors ça, ce sont des hypothèses, hein, puisque c'était 5000 ans avant l'écriture. On ne sait pas comment ont commencé. On sait plus ou moins, mais on ne sait pas vraiment comment ont commencé les premières cités-États asservissant l'homme par l'homme. Mais ça, il faut détruire ce conditionnement et cette idée pour qu'on puisse construire de nouvelles idées et de nouveaux récits. Et nous, en tant que grands-parents, si ce n'est pas les grands-parents qui racontent des histoires, c'est qui raconte des histoires à leurs petits-enfants ? C'est cool comme rythme. C'est génial. On se fatigue pas trop. Ah voilà, bien, ouais, vas-y. Je pense, c'est maintenant comme grand-mère que je pense que je peux agir. C'est parce que quand j'étais mère, il fallait que je gagne ma vie et que je gagne de l'argent pour nourrir mes enfants et j'arrivais pas à... En même temps, j'avais pas assez de temps pour faire de la politique. Maintenant que je suis grand-mère, j'ai ce temps et j'ai cette possibilité de faire de la politique. Et je peux maintenant me battre pour que mes petits-enfants aient ce monde merveilleux dans lequel je vis, j'ai vécu, et qu'ils ne perdent pas trop. Voilà. Et qu'ils arrêtent de vivre dans cette idée toujours que on doit lutter pour vivre, que c'est le meilleur, que la compétition est nécessaire. C'est faux, c'est pas du tout ce qu'a dit et écrit Darwin. Donc tout ça, c'est des choses importantes en tant que grands-parents de le dire. On a le temps maintenant. Moi, je suis pas à la retraite encore, je le serai dans quelques années, mais j'ai besoin de beaucoup moins d'argent pour vivre que quand j'avais mes enfants et qu'il fallait que je travaille pour payer toutes les charges. Donc à partir du moment où on est grands-parents, on est libéré de ça, plutôt que d'être effondré, accablé, en se disant je peux rien faire, non. D'ailleurs, il n'y a rien à faire, il y a juste à être content, à voir ce qu'on a autour et à vouloir conserver ce qu'on a autour, c'est tout. Et à inventer de nouveaux récits, à s'approprier les récits anciens pour les modifier, c'est tout. Parce qu'il n'y a aucune raison que nos petits-enfants entendent des histoires à dormir debout comme celles que moi j'ai entendues quand j'étais petite. C'est-à-dire que la guerre a toujours existé, que l'homme est mauvais, que de toutes les façons il faut se battre pour vivre, que le travail c'est la santé, enfin c'est quand même des choses, ça y est, on le sait que ce n'est pas vrai. On sait par les nouvelles technologies que le cerveau de tout être vivant a besoin d'affectivité pour se développer. Donc c'est uniquement par les liens
qu'on peut avoir les uns avec les autres, qu'on peut se développer et survivre. Les uns avec les autres, c'est tous les êtres vivants, c'est pas uniquement les humains. Anticapitaliste, 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 anticapitaliste. Je suis pas un agitateur, je suis un papy qui défend mes petits-enfants et qui défend les enfants de tout le monde. Après, donner des conseils aux autres grands-parents, c'est compliqué parce que c'est à chacun de trouver comment supporter cette colère qu'on a tous. Parce que tous les grands-parents que je connais sont malheureux de ce qui se passe actuellement. Ils sont malheureux à l'idée de ce qui peut arriver à leurs petits-enfants. En matière de climat, le pire est à venir ces prochaines décennies. Les jeunes qui sont nés autour des années 2000 sont les jeunes qui vont en fait être directement impactés en 2030, en 2050 par ces dérèglements. On va avoir des choses qui vont nous tomber dessus, mais on ne sait pas quoi. Nous, ça nous fait peur tout simplement, et donc forcément on se bat pour notre futur. À part se cultiver, lire et aller vers les autres, plutôt que de se refermer sur soi-même et sur justement la télévision, les écrans, je ne vois pas très bien ce que je peux dire d'autre. Enfin, en tout cas, c'est ce que je dis moi dans ma conférence gesticulée. Arrêtez d'aller au cinéma. Un film par semaine, c'est tout. Mais plus d'écran. Se retrouver, discuter, se rencontrer.